Ah, voilà. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler. Ça fait longtemps aussi que je suis pas revenu, hein, mais j'avais du boulot, croyez-moi. Bon, sans transition, hein, on va passer immédiatement dans le sujet, les femmes et la littérature. En fait, il y a un truc qui arrête pas de me faire tiquer, c'est que vous voyez en études de lettres, très souvent, et même ailleurs, hein, même en histoire beaucoup, on entend oui, mais pourquoi on voit pas plus de femmes, etc. Bon, premièrement, je parlerai de poète et pas de poétesse, parce que poétesse, c'est vraiment une question purement esthétique, hein, le mot est très laid. Poétesse, vous appuyez sur l'hiatus, c'est dégueulasse. Et je parlais je vais sans doute fourcher entre autrice et auteur, parce que c'est moi le maître, hein, je suis le seul maître après Dieu sur cette chaîne, je fais ce que je veux. Sachant que les mots autrice et poétesse sont légitimes, parce qu'on en a déjà des occurrences au XVIe siècle. Mais ça, c'est purement un choix esthétique de ma part. Bon. Je remarque dans cette espèce de discours un peu revendicatif, franchement, vite fait, hein, mais disons formel, on a envie de voir des femmes, on veut parler de femmes, vous voyez. Il y avait une publication sur Insta, j'arrive pas à me rappeler du nom de cette personne, mais qui mettait les auteurs du 19e siècle à la plage. Alors je pense que ceux qui sont un peu sur Insta voient ce que c'est, mais où on voit Baudelaire qui regarde un crabe mort, on voit Lamartine qui rigole parce que normalement c'est le lac et pas la mer. Bon bref, il y a tout ça. Et évidemment ça met Louise Collet, Louise Michel, George Sand, alors qu'on va être sérieux, Louise Collet, Louise Michel, elles sont complètement mineures à côté d'auteurs comme Lamartine, etc. Alors après, ça veut pas dire qu'on doit pas les étudier, hein, c'est évident. Ce que je veux dire, c'est que, quitte à étudier des femmes, autant étudier celles qui valent le coup. Le problème, c'est que quand on parle de femmes en littérature, la plupart du temps, on a droit à George Sand et à genre quoi, Marguerite Duras, quoi. Et ça, c'est infernal, j'en peux plus. Surtout Marguerite Duras. En fait, si vous voulez que les gens soient pas misogynes, ne les faites pas lire Marguerite Duras. Voilà, c'est... oui, là, c'est pas pour rien que ça s'appelle roue libre, hein, vous êtes prévenus. Il y a un truc, en fait, qui me rend fou avec ça, c'est qu'on parle toujours des mêmes et des pires. Alors, George Sand, c'est différent. Elle a quand même du talent. C'est une auteure que j'apprécie relativement. Bon, elle a quand même un peu de... Ça, je suis un peu influencé par Baudelaire là-dessus, mais c'est vrai qu'elle a une espèce de tendresse pour les ouvriers et les paysans qui tient un peu du fantasme, à mon avis. Mais elle écrit quand même très bien, ça il faut lui reconnaître. Et mais vous voyez, le problème c'est, est-ce que c'est vraiment une auteure majeure du 19e, au sens de la postérité, etc., ou est-ce qu'on s'en souvient vraiment parce qu'elle a écrit, parce qu'elle a pris un nom d'homme, etc., et que donc elle est une femme de son temps qui a prouvé que les femmes pouvaient écrire. Bon déjà, les femmes l'ont toujours fait, hein, les femmes ont toujours écrit. Je vais vous parler un peu plus tard dans cette vidéo d'une de mes poètes préférées, qui est Christine de Pisan, qui est à cheval sur le 14e et le 15e siècle. Bon. Il y a aussi avant Marie de France au 12e siècle, etc., etc. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup. Alors, ce qui veut pas dire non plus, hein, qu'évidemment, elles étaient l'égale des hommes. Je veux dire, c'est un moment où on ouvre un bouquin d'histoire, c'est fait en 5 lignes. D'ailleurs, ça c'est un autre truc qui me rend fou, c'est qu'à chaque fois on a tendance à dire oui, mais voilà, telle femme s'est battue pour la condition des femmes, mais à partir du moment où une femme a écrit, dans quasiment tous les cas, évidemment, qu'elle a défendu la condition féminine d'une manière ou d'une autre, en fait. Même Colette, qui est mon auteur préféré, et de loin, hein, vraiment, je pense que pour moi c'est vraiment une des meilleures plumes du XXe siècle, homme ou femme, hein, d'ailleurs, enfin disons première moitié XXe, une des meilleures plumes en termes de style pur, elle est absolument incroyable. Elle est très drôle, elle est très érotique, elle sait doser la mélancolie, il y a vraiment avec vraiment une subtilité qui est très très intéressante. Bon, en tout cas, Colette, c'est quelqu'un, on aime bien en faire la grande famille, etc., parce qu'elle se laissait pas toucher le cul dans la rue, et qu'effectivement, elle faisait ce qu'elle voulait, cette femme. Sa biographie est vraiment géniale pour ça, sa biographie et ses bouquins, parce qu'en fait, ses livres sont très autofictionnels, c'est-à-dire qu'il s'inspire beaucoup de sa propre vie, sans tomber forcément dans l'autobiographie. Mais à côté de ça, elle raconte certains fantasmes qu'elle peut avoir, parce qu'elle était bisexuelle. Elle raconte certains fantasmes, là où quand elle couche avec une femme, il y a un côté assez... allez, disons un pied d'égalité, mais c'est pas bien ce que je veux dire. Quand elle couche avec un homme, en général, il y a le côté, justement, sa virilité, alors, qui peut verser, bien sûr, dans la parodie, on est bien d'accord, hein, mais quelque part, dans la virilité, dans la figure un peu d'autorité, et qu'elle aime. Comme si, entre guillemets, elle l'aimait. Et donc ça, vous voyez, ça peut faire péter un câble certaines personnes qui voudraient parce que Colette, justement, de ce côté-là, elle n'est pas récupérable politiquement. Parce que les droitards, pour aller vite, hein, évidemment,
les droitards moraux, disons, c'était une femme très très libre, il me semble, qui s'est battue en faveur de l'avortement, ça faudrait vérifier, et qui en plus bénéficiait d'une certaine liberté sexuelle, enfin totalement une liberté sexuelle, là où évidemment les gens de gauche, parodique, hein, j'entends encore une fois, droitard et gens de gauche, on est sur de la parodie, hein, bien sûr, sur des hommes de paille, et j'assume complètement. Mais là où ces personnes-là auraient tendance à ne pas apprécier le fait, ou à vouloir couvrir d'un voile pudique le fait qu'elles disent que les suffragettes méritent, et je la cite, le fouet et le harem. C'est ce genre de personnage, Colette. Bon, je l'adore, hein, évidemment, pour ça, moi, je l'adore. En plus, si vous avez déjà vu des photos d'elle, c'est une femme splendide. Vraiment, hein, il y a des... Enfin, vraiment, Colette et en même temps, elle devait être insupportable quand vous la lisez, que ce soit ses propres... par exemple, le pur et l'impur qui est inspiré, qui est vraiment sa propre expérience, ou des romans, effectivement, c'est parfois la femme qui connaît ses charmes, qui en joue, qui est très arrogante, qui peut être terrible avec les autres femmes, avec les hommes d'ailleurs aussi. Enfin, c'est vraiment un personnage très complexe qui a l'air détestable et en même temps qu'on peut pas s'empêcher d'adorer. Bon, je vais dans tous les sens, hein, vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que, justement, quitte à étudier des femmes, en fait, le problème, c'est que, ça dépend dans quel ordre d'idées on fait ça. Si on étudie la littérature avec un point de vue qui se veut un peu exhaustif, ou du moins, un tour d'horizon de la littérature, on va quasiment pas parler de femmes. Parce qu'il n'y a pas de Balzac féminin, il n'y a pas de Baudelaire féminin, il n'y a pas de Racine féminin, c'est pas vrai, enfin, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes écrivains de qualité. Il y a d'autrices, d'auteurs, de poètes, hein, tout ça, de qualité. Et ça, c'est évident qu'il y en a. Le problème, c'est que c'est pas une question de points. Et après, gens disent, oui, mais c'est parce que on les a empêchés. Peut-être. Alors déjà, dans un sens, oui, bien sûr. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment des femmes qui ont été poussées en avant, ça on l'oublie beaucoup, à n'importe quelle époque. Hein. Il y avait certaines femmes qu'on a vraiment poussées, etc. Alors bien sûr, il y avait la misogynie du temps, etc., etc. Ça, c'est évident. À partir du moment où on l'a dit, c'est évident. À partir du moment où vous avez cité les luttes féministes / en faveur des droits des femmes d'une auteure, vous n'avez rien dit. Le problème, c'est que très souvent, on s'arrête dessus sur l'auteur. Elle s'est battue pour les droits des femmes. Oui, mais en fait, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Maintenant, il faut parler de son style, il faut parler de ses idées, et pas que ses idées politiques, justement, de ses conceptions esthétiques. Et le problème, c'est que ça, on le voit même pas. Et c'est comme quand on vous parle de femmes dans l'histoire, on dit non, mais on fait pas l'histoire de perspective féminine. Mais on fait pas d'histoire tout court, en fait. Si on faisait l'histoire tout court, on le verrait qu'il y a des femmes. J'ai une licence d'histoire, et dans une qui ne vient pas d'université particulièrement féministe, qui n'est pas anti-féministe non plus, enfin pas que je sache en tout cas. Bon, quand on fait de l'histoire, notamment du Moyen-Âge, les femmes on en voit tout le temps. Parce qu'en fait, les femmes n'ont pas attendu le XXe siècle pour se dire mon Dieu, je suis quelqu'un d'intelligent et je peux agir. Les femmes ont toujours fait ça. Je vous cite par exemple un personnage génial, la mère de Saint-Louis. Et là, son nom m'échappe, je me sens vraiment très intelligent. Blanche de Castille, pardon, je ne sais pas pourquoi, son nom m'a échappé, mais cette femme était redoutable, au point d'ailleurs de dévorer un peu Saint-Louis, qui est loin d'être mon monarque préféré pour ça, mais pour d'autres raisons aussi, parce que bon, Saint-Louis, bon, ça mériterait notre roue libre, mais on en fait le grand roi chrétien, le combattant, mais pardon, le traité de Paris de 1259, c'était une connerie monumentale, la croisade de Tunis, il n'y a pas d'autre raison que sa sénilité, c'était le sultanat le plus tolérant, et c'est là qu'il s'est ramené. Enfin, c'était juste la pire idée. Damiette, à la limite, ça fonctionnait, mais on a quand même pris une branlée, quoi. Ça va, c'était pas le plus grand monarque. Non, Philippe le Bel est beaucoup mieux. Bref. Donc évidemment, je vous parle de Blanche de Castille, mais par exemple, il y a Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, etc., etc. Marie de Médicis, bien sûr, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, que j'adore. Des femmes, il y en a partout. Seulement, en fait, si on faisait de l'histoire, enfin, si on voyait autre chose que la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale, bah oui, mais on en verrait des femmes. Le problème, c'est qu'on voit plus le Moyen-Âge, alors forcément. Et peu importe d'ailleurs, enfin, on n'a jamais entendu parler de Richelieu au lycée, enfin, ça c'est quand même scandaleux. Alors que là, il y en avait des femmes, hein, même dans la Chevreuse, qui était une de ses grandes rivales, qu'il surnommait la Chevrette, etc., etc. Bon. La Chevreuse, deux Chevreuses, je sais plus. Enfin bref. Tout ça, voilà, encore une fois, c'est le bordel, hein, dans ma pensée. Tout ce que je veux signifier, c'est que c'est pas la peine de lire des femmes pour lire des femmes. Je pense même que, en quelque part, ça détruit un peu
la légitimité de la démarche, dans la mesure où si vous lisez des femmes spécifiquement parce que ce sont des femmes, vous les séparez de leurs confrères masculins, et je pense qu'on perpétue on perpétue une distinction qui n'a pas lieu d'être. Quand on parle des grands auteurs, mettons de la Belle Époque et des années 20, j'en sont là les surréalistes, non, pas les surréalistes, bon déjà ça sera une autre roue libre, mais surtout, personne les connaissait à l'époque, quoi. À un moment c'est pas... Mais des grands auteurs en vue de la Belle Époque et des années 20, vous avez Gide, vous avez Claudel, etc. Et hop, et Colette, mais en fait elle se cite avec les autres, c'est normal, bon. Je vais dans tous les sens, tout ce que je raconte, comme d'habitude c'est le bordel. J'ai deux choses aussi, j'ai quelques auteurs à conseiller, autres que les éternels George Sand et Marguerite Duras, parce que bon, j'ai mes petits problèmes, mais je vais vous en présenter quelques-unes. Donc déjà, je vous ai parlé de Colette, pour moi c'est un must, ça s'écrit, c'est extrêmement bien écrit, ça se lit très très vite. Je pense notamment, alors, il y a la série des Claudines, alors c'est très drôle parce que c'est Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage, on dirait des Martines. Le problème c'est que, en fait, ça tourne au roman lesbien. Enfin, le problème, vous m'avez compris. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on se fait complètement attraper par le titre. Mais il faut mettre une nuance dans la mesure où elle était encore avec son premier mari à l'époque, qui avait tendance à lui piquer sa plume. Alors c'est compliqué de savoir qui a écrit quoi. Donc c'est peut-être pas encore entièrement Colette. Sinon, je vous conseille complètement Chéri et la fin de Chéri. Parce que c'est deux romans qui sont deux romans différents, mais en soi les deux vont ensemble. La fin de Chéri, surtout, qui est très marquante parce que ça ressemble pas à ce qu'elle fait d'habitude. C'est presque du Drieux La Rochelle parfois, donc j'aime vraiment beaucoup. Drieux La Rochelle, j'y reviendrai, c'est aussi une petite névrose. Et sinon, bien sûr, des choses comme Le blé en herbe. Là encore, Colette, vraiment, en termes d'érotisme, elle est très très forte. En général, les femmes sont meilleures que les hommes en érotisme, parce qu'elles ont une subtilité, vous voyez, en fait, le problème de l'érotisme, ça je voulais écrire dessus, je voulais faire une roue libre dessus, mais je la ferai peut-être, c'est que c'est extrêmement difficile de ne pas tomber dans le grivois, le vulgaire ou l'elliptique. L'érotisme, c'est un fil de rasoir, c'est très particulier. Et les hommes, en général, sont pas bons dedans. Bon, il y a Pierre Louis qui réussit à faire ça quand il fait pas de porno, quoi. Et sinon, Théophile Gautier est quand même très bon. Sinon, les femmes sont meilleures. Les femmes sont meilleures en érotisme, ça me paraît assez clair. Après, est-ce que ça tient à une différence innée d'éducation, blablabla. Ça, c'est d'autres discours, et quelque part, je pense qu'on s'en fout, en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se foutre sur la gueule pour des questions auxquelles on n'aura pas vraiment la réponse? Vous voyez, le problème aussi de ces histoires de oui, c'est leur éducation qui fait ça, c'est... quelque part, ça les délégitime. C'est ce que, justement, on peut pas chercher quelque chose d'inné dans l'écriture de la femme qui pourrait différer essentiellement de celle de l'homme, sans l'invalider, ou sans invalider celle de l'homme non plus. Vous voyez, on peut trouver un pied d'égalité dans cette différence essentielle. Non. Ça, c'est un débat de con, parce que de toute façon, comme d'habitude, on aura juste des bagarres débiles, quoi. Enfin... Maintenant, donc, je vous parlais aussi de Christine de Pisan, qui est connue notamment pour une œuvre féministe avant l'heure. Enfin, féministe d'ailleurs, c'était peut-être un petit peu un anachronisme, mais elle a écrit entre autres La Cité des femmes, qui est une utopie où des femmes montraient une cité, comme son nom l'indique, hein, mais c'est-à-dire une ville sans hommes. Ça c'est intéressant, quoi, pour être à l'abri de leurs excès, de la violence surtout de l'époque, parce que on rappelle que c'est vers la fin de la guerre de 100 ans, etc., etc. Mais ce que je connais surtout, moi, de Christine de Pisan, c'est son œuvre de poète, que j'aime énormément. Et que je réfléchis à la lire. Le problème, c'est que, comme c'est du 14e, 15e, c'est le français de l'époque. Et pour moi, j'aime beaucoup le français moyen, l'ancien français. C'est des sonorités très intéressantes, on roule les airs, etc. Mais je ne sais pas si j'ai intérêt à le lire en ancien français sur cette chaîne, dans la mesure où le public n'est pas forcément familier, quoi. Mais ce sont vraiment des beaux vers. Ensuite, comme ça on peut parler aussi encore d'érotisme, René Vivien qui est une icône lesbienne, parce que c'était donc une poète de la Belle Époque, contemporaine de Colette d'ailleurs. J'aime beaucoup. Une de mes poètes préférées d'ailleurs, je pense, et par une j'entends en confondant aussi avec les hommes, on est bien d'accord. C'est une Anglaise, Pauline Tarn à l'origine, qui écrit en français, en métrique française, et très inspirée, très influencée par Baudelaire et Mallarmé.
qu'est-ce qu'il dit? C'est Colette dans Le Pur et l'Impur qui disait quelque chose comme elle exsudait son baudelarisme, etc. J'aime bien. Mais elle est vraiment très très intéressante. Il y a vraiment des très beaux vers, tes lèvres ont l'inflexion d'un rire amer. Ça, c'est un vers qui m'avait marqué parce que sa césure enfin, il a pas vraiment de césure à 6, etc. C'est quand même très très poussé et sans prendre ça qui est encore plus intéressant, je pense, sans se heurter trop aux écueils un peu malarméens de l'hermétisme, etc. C'est encore des poèmes qui veulent dire quelque chose. Alors parfois c'est assez redondant, effectivement, mais et puis elle met en avant une forme que j'aime beaucoup, dont je parlerai dans une deuxième vidéo sur la métrique, les endécasyllabes. Donc des vers de 11 que j'aime beaucoup. Inspirée de Sappho, d'ailleurs, elle est monstrueuse, parce qu'elle traduisait Sappho, je crois qu'elle parlait facilement anglais, français, grec ancien, enfin ça normal, mais elle doit parler d'autres langues. Une vie terrible aussi, ça c'est une poète maudite, j'en ai parlé dans la vidéo sur les poètes maudits, mais c'est une femme aussi qui a une vie très très difficile, et c'est très intéressant. Donc autant, même aussi peut-être pour l'étude des milieux féminins et lesbiens de la belle époque, parce elle a surtout traîné à Paris, ça et en Grèce d'ailleurs, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, une découverte récente, alors je la connaissais depuis longtemps, mais j'ai pu vraiment lire ses œuvres récemment, Marie-Noël. Marie-Noël qu'on met un peu en retrait, parce qu'en fait c'est une femme un peu mystique, sinon complètement, hein, qui a surtout écrit... En fait, moi, je pensais que ce serait de la poésie très naïve et chrétienne. Alors, je déteste la poésie chrétienne, d'habitude, je trouve ça juste lent, mal foutu. Par exemple, Peggy m'a fait péter un câble. Lamartine m'ennuie profondément. Germain Nouveau m'a donné envie de me jeter par la fenêtre ou de jeter le livre. Bon, j'ai gardé le livre et je me suis pas encore jeté par la fenêtre. Mais Marie-Noël, pour la première fois, sont des poèmes qui m'ont ému. Peut-être même aux larmes. Je me souviens plus. Et je me souviens d'une fois, ça c'est rare, j'aime beaucoup quand les bouquins me font ça, mais je me suis arrêté au bout d'un poème, j'ai fait oh, c'est vraiment le choc, et je l'ai repris, je l'ai relu en me disant oh, incroyable. C'est non, Marie-Noël, c'est vraiment, il y a une certaine vraie pureté de la forme, une petitesse. Alors faut supporter aussi les petits allers-retours chrétiens en disant voilà, moi je suis une pécheresse, etc., mais c'est d'une pureté, ça m'avait vraiment beaucoup ému. C'est très beau, puis il y a aussi des questions d'amour, etc. En fait, c'est une femme qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais eu d'enfant, qui est toujours restée dans sa campagne. Et non, c'est vraiment très marquant comme personnage. Et il me semble même qu'il y a un procès pour sa canonisation, mais il faudrait vérifier. Ou sa béatification, je ne sais pas. Vraiment, c'est quelqu'un, c'est très très marquant, Marie-Noël. Je la conseille vraiment. Ensuite, je dirais Débord Valmore aussi, alors que j'aime moins, c'est moins ma tasse de thé, mais j'ai lu déjà Les Regrets, que je vous conseille beaucoup là sur cette chaîne. C'est une femme aussi qui en a vu beaucoup, et qui, ouais, je pense qu'il suffirait de dire que c'est une femme qui a vécu. Alors c'est d'une niaiserie monumentale, hein, ce que je dis, mais si vous écoutez Les Regrets, vous comprendrez. Enfin, justement, Yourcenar. Alors Yourcenar, c'est très intéressant parce que, quelque part, elle n'écrit, dans les mémoires d'Adrien en tout cas, qui est son livre le plus connu. Alors d'ailleurs, je le conseille beaucoup. J'ai mis un certain temps à le lire parce que j'ai eu c'est quand même un bouquin qui demande de se poser, de lire longtemps, et j'avais vraiment pas le temps dernièrement, donc j'ai été obligé de grignoter 2 pages dans le métro et m'arrêter. Mais c'est quand même quelque chose de... C'est quand même une plume exceptionnelle. Alors avec je trouve parfois quelques mots un peu précieux, quelques tournures de phrases un petit peu précieuses, mais quand même c'est un style assez incroyable. Et je dirais pas que ça rappelle Proust, c'est un peu présomptueux, mais il y a un petit peu... Un de mes grands amis m'a dit que Proust se lisait l'été, je l'ai fait, j'ai suivi son conseil, et effectivement c'est la chose à faire, et je pense que c'est pareil pour les mémoires d'Adrien, que j'ai donc lu malheureusement en plein hiver. Bon, d'où je pense à longueur aussi. Mais c'est vraiment quelque chose de très marquant. Je conseille vraiment beaucoup Marguerite Yourcenar pour ça. Mais elle, là où elle est intéressante aussi, c'est qu'elle ne parle pas de conditions féminines. Dans les mémoires d'Adrien, ça n'apparaît pas. D'une manière ou d'une autre. Bien sûr, chez René Vivien, il y a beaucoup l'amour, parce que lesbien, donc, mais l'amour, la condition de femme, forcément, toujours dans ses poèmes.
Dans Colette, c'est très autofictionnel, donc aussi beaucoup l'amour, la volupté. Colette a beaucoup écrit sur la volupté, sa condition de femme, etc. Dans la bourgeoisie, la haute bourgeoisie des années, des années 1920, 1910, etc. Christine de Pisan écrit sur sa féminité, d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle commence les 100 balades d'amant et de dame, je crois. Elle dit qu'en gros, il faudrait vérifier le verbe, mais homme je devins, autrement dit, parce que pour écrire, il faut être un homme, etc. Cela dit, Christine de Pisan, en fait, avait été considérée à la mort de son mari comme ayant fait son devoir, parce qu'elle a eu des enfants, donc après, elle a pu vivre de sa plume. Bon, après, évidemment, hein, c'est aussi toujours des femmes qui venaient de haute classe de la société, mais enfin, faut arrêter de se leurrer, c'est toujours le cas. De toute façon, pour écrire, faut forcément, quelque part, à quelques exceptions près, mais bénéficier au moins d'un pied dans l'élite. Sinon, c'est pas possible, en fait. C'est pas... Faut arrêter de rêver. Et Deborah Valmore aussi parle beaucoup de sa condition de femme, parce qu'elle parle énormément aussi de l'amour, de l'attente, de la perte de son enfant, etc., etc. Alors, je dis pas que l'amour, l'attente, c'est une condition de femme, hein, évidemment, mais vous me suivez, j'espère. C'est pareil pour tous ces auteurs-là. Mais Yourcenar, justement... Alors, bien sûr, après, le fait qu'elle se mette dans la peau d'un empereur romain. Alors, elle dit bien qu'elle utilise la première personne dans les notes que je conseille aussi. Elle parle dans les notes des mémoires d'Adrien. Elle dit je vais parler à la première personne pour réellement réussir à m'effacer derrière cet empereur. Et je pense qu'elle a plutôt réussi. Après, bon, ça c'est de la masturbation universitaire, hein, est-ce que l'auteur est là, est-ce qu'il est mort, est-ce que machin. Bon, à d'autres, moi ça m'amuse pas. Mais il y a quelque chose, c'est un exercice qui est très très intéressant. Effectivement, c'est quand même une plume incroyable, Yourcenar. Hein. Je suis très impressionné. Donc, voilà, vous embêtez pas avec Marguerite Duras. George Sand, je pense qu'elle est connue plutôt pour l'engagement que pour le côté purement littéraire. Mais si vous voulez des femmes de lettres qui valent le coup, fouillez du côté de Colette. René Vivien, qui est difficile à trouver. J'ai pas encore lu Anna de Noailles, ça m'intéresse assez, parce que vous savez que la poésie, c'est quand même le centre de mes préoccupations, mais Yourcenar, Marguerite de Navarre aussi, Christine de Pisan, Marie-Noël, bien sûr, enfin, toutes les femmes que j'ai citées, selon moi, c'est un petit peu la base. Ah oui, désolé pour l'absence, hein, mais pas désolé du tout, parce que ben, j'ai un boulot, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, poser vos questions, ou en commentaire, hein, bien sûr, posez vos questions sur Instagram, en commentaire, dire ce que vous en pensez, dire pourquoi vous êtes d'accord, pas d'accord, conseiller d'autres femmes, je suis tout oui, et surtout si vous avez des poètes, ça m'intéresse toujours.